Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose pouvait vraiment durer éternellement? Et si, au lieu d'être détruit par des forces extérieures, le capitalisme creusait tranquillement sa propre tombe? C'est ce que croyait Karl Marx. Pour lui, le capitalisme, à mesure qu'il se développe et s'étend, entre inévitablement en conflit avec lui-même. Ses contradictions internes, telles que les inégalités croissantes, l'exploitation de la main-d'œuvre et la marchandisation de tous les aspects de la vie, agiraient comme des fissures dans un édifice qui semble solide, mais qui cède lentement sous son propre poids. De l'autre côté de la philosophie, Friedrich Nietzsche a peut-être vu dans le capitalisme non pas un défaut, mais une expression de la nature humaine. La volonté de puissance transformée en accumulation de capital, en expansion technologique et en contrôle du temps et de la matière. En ce sens, le système ne serait pas une erreur, mais la face moderne du désir humain de dominer le monde qui l'entoure. Mais que se passe-t-il si cette impulsion devient incontrôlable? Que se passe-t-il lorsqu'un système se développe à un point tel que même ses créateurs ne peuvent plus l'arrêter? Aujourd'hui, nous ne vivons pas seulement sous un modèle économique. Nous vivons dans une logique qui façonne notre façon de voir le monde. Le capitalisme n'est plus seulement un engrenage qui entraîne la production et la consommation, il est devenu le tissu même de la réalité. Comme l'a écrit le philosophe Mark Fisher, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Ce sentiment qu'il n'y a pas d'alternative est ce que Fisher a appelé le réalisme capitaliste. Il s'agit d'une sorte de brouillard idéologique qui empêche l'imagination de concevoir quoi que ce soit en dehors de la logique du marché. Même les critiques les plus sévères du système finissent par être absorbées par lui et transformées en produits. La rébellion devient une marque. La défiance devient un style. Le système est si global qu'il peut même se nourrir de l'opposition. Et s'il se dirigeait vers un point de non-retour? La théorie de l'accélérationnisme propose une hypothèse audacieuse. Le capitalisme s'autodétruit à sa propre vitesse. En intégrant toutes les formes d'innovation et en intensifiant la logique d'efficacité, il est peut-être en train de déstabiliser les piliers mêmes qui le soutiennent. La technologie, qui a toujours été son allié, est peut-être en train de devenir son ennemi. L'automatisation supprime des emplois plus rapidement que de nouvelles fonctions ne sont créées. L'intelligence artificielle commence à prendre des décisions autrefois réservées aux spécialistes. Et avec cela, la consommation elle-même, la base de la croissance capitaliste, est en danger, parce qu'une masse sans emploi ne consomme pas. C'est un paradoxe. En recherchant la productivité maximale, le système menace sa propre source de profit. L'histoire montre qu'aucun système n'est éternel. Le féodalisme a dominé l'Europe pendant des siècles et semblait inébranlable. Mais les changements démographiques, l'urbanisation et les nouvelles technologies ont suffi à le faire s'effondrer. L'Empire romain a duré plus de 1000 ans. Il semblait indestructible, mais il s'est effondré non seulement en raison de pressions extérieures, mais aussi à cause de sa propre incapacité à maintenir son modèle d'expansion. Et si le capitalisme connaissait le même processus, la différence est que, cette fois, la machine tourne beaucoup plus vite. La mondialisation interconnecte tout en temps réel. Les marchés s'effondrent en quelques minutes. L'information se propage en quelques secondes. La complexité a atteint un point tel qu'une simple défaillance peut déclencher une réaction en chaîne à l'échelle planétaire. Jean Baudrillard est allé encore plus loin. Selon lui, le capitalisme ne se contente pas d'organiser la réalité, il la remplace par des simulations. Nous vivons dans un monde où les images, les données, les algorithmes et les marques sont plus réels que les expériences concrètes. Nous ne consommons pas seulement des produits, nous consommons du sens, du statut et de l'identité. Chaque choix, chaque clic, chaque désir est suivi et monétisé. Même nos émotions sont exploitées comme matière première pour une économie de l'affection. Dans ce scénario, le sujet lui-même devient une marchandise. L'identité devient une marque. L'opinion devient du contenu. La critique devient un engagement. Tout est absorbé et recyclé en faveur du système. Le capitalisme a survécu aux guerres, aux récessions et aux révolutions. Sa capacité d'adaptation est impressionnante. Mais cela ne signifie pas qu'il est indestructible. La résilience ne peut être qu'un retard sur l'inévitable. Ce qui semble immortel ne fait peut-être que résister à sa propre obsolescence. Et si, comme dans le mythe d'Icare, le capitalisme avait volé trop haut, poussé par l'ambition et une confiance aveugle dans le progrès? La question n'est peut-être plus de savoir s'il va s'éteindre.
Ce qui reste à voir, c'est peut-être quand, et ce qui vient ensuite. Mais toute accélération finit par rencontrer une résistance. Et cela nous amène à une question inconfortable. Qui est vraiment aux commandes? Quelqu'un tient-il encore le volant, ou sommes-nous tous conduits par une machine qui ne répond plus aux commandes humaines? Le sentiment que le capitalisme est incontrôlable n'est pas nouveau, mais il s'est intensifié au cours des dernières décennies, la technologie étant devenue le principal moteur de la transformation sociale. Les grandes entreprises technologiques, telles que Amazon, Google, Meta, Apple, ont dépassé la valeur de nombreux États-nations. Leurs algorithmes déterminent ce que nous voyons, achetons et pensons. L'économie numérique ne dépend plus de la rareté, mais de l'attention. Et l'attention humaine, contrairement aux données, est limitée. Le résultat est un système qui se dispute notre attention, qui draine notre énergie cognitive, tout en collectant et en monétisant chaque clic. La financiarisation de la vie quotidienne a transformé la réalité en une abstraction. Ce qui était autrefois un produit physique est aujourd'hui un jeton, des données, un contrat automatisé. L'intelligence artificielle ne se contente pas d'interpréter le monde. Elle commence à décider pour nous. Dans les itinéraires GPS, les recommandations vidéo, le recrutement et, plus récemment, dans la production de contenu, d'art et de langage. Nick Land, l'un des noms les plus radicaux de l'accélérationnisme, considérait le capitalisme comme un organisme autonome qui évolue de lui-même, poussé par la technologie et le désir de dépasser toutes les limites humaines. Il estime que l'accélération est inévitable, que le système évolue à une telle vitesse qu'il a déjà dépassé la capacité des gouvernements, des lois et même des entreprises à le réguler. Pour lui, l'avenir n'appartient pas à l'humanité, mais au capital numérisé, aux machines intelligentes et aux algorithmes autorégulateurs. L'intelligence artificielle n'a pas besoin de passeport, écrit-il, soulignant la capacité du capital à échapper à toute frontière nationale, physique ou éthique. Ce qui se dessine dans ce scénario, c'est un monde où les décisions ne sont plus prises par des processus démocratiques, mais par les protocoles invisibles des plateformes technologiques. Le rôle de la politique s'en trouve profondément transformé. Les gouvernements tentent de réguler les effets du capitalisme numérique, mais ont souvent 10 longueurs de retard. Les structures juridiques pensent encore en termes industriels, alors que le capital fonctionne déjà à haute fréquence, réagissant aux événements en quelques microsecondes, avec des flux financiers qui traversent le monde, avant même qu'une autorité ne puisse intervenir. Il n'y a pas de temps pour la délibération quand la logique est celle de l'algorithme. Cette rapidité a des conséquences réelles. L'économie de plateforme, en éliminant les intermédiaires, a aussi éliminé les liens de protection sociale. Le travail numérique informel, promu comme flexibilité, est souvent synonyme de précarité. Chauffeurs, livreurs, freelance, tous liés par une logique de productivité constante, contrôlée par des métriques et récompensée par des scores. Une étude de l'Organisation internationale du travail a révélé que la majorité des travailleurs des plateformes sont payés moins que le salaire minimum par heure effectivement travaillée. Pendant ce temps, les propriétaires des infrastructures numériques accumulent des profits records. L'asymétrie est telle que le système commence à ressembler à une féodalité numérique. Quelques propriétaires de terres, aujourd'hui de serveurs et de logiciels, et des millions de vassaux connectés par nécessité. Le plus alarmant est que, même face à ce déséquilibre, le système continue de fonctionner. Les crises, qui semblaient autrefois être des moments de perturbation, sont désormais intégrées au flux normal. La pandémie de Covid-19 a encore accéléré la numérisation de l'économie. Le travail à distance, l'éducation en ligne, la consommation via des applications sont devenues la norme en l'espace de quelques mois. Alors que des milliards de personnes ont souffert de la crise économique et sanitaire, les géants de la technologie ont vu leur fortune doubler. Cette évolution révèle une nouvelle logique. Le capitalisme ne se contente pas de résister aux crises, il apprend à en tirer profit. À chaque événement perturbateur, le système se réorganise plus rapidement, déplaçant les coûts vers le bas et concentrant les gains vers le haut. L'idée que le capitalisme est résilient doit peut-être être revue. Ce qui ressemble à de la résilience peut en fait être un processus de déshumanisation progressive. Un système qui survit au prix de l'élimination de millions de personnes, de la précarisation de la vie, de l'exploitation des données les plus intimes, n'est pas fort, il est insensible. Et si cette logique se poursuit, le risque n'est pas seulement celui d'un effondrement économique, mais d'une mutation civilisationnelle. Un monde où la technologie, autrefois perçue comme libératrice,
devient un mécanisme de contrôle, d'exclusion et d'inégalité. Et dans ce monde, la question qui résonne est inquiétante. Si le capitalisme continue à s'accélérer, que restera-t-il de l'humanité à la fin de cette course? Peut-être que plus personne ne sera aux commandes. Et cette idée, pour inconfortable qu'elle soit, ne semble pas si éloignée de la réalité. Le capitalisme, en tant que forme d'intelligence émergente, est peut-être devenu un système auto-reproducteur qui se développe de lui-même, s'adaptant sans avoir besoin d'un centre de contrôle humain. Gilles Deleuze et Félix Guattari avaient déjà souligné cette nature fluide du capitalisme, le décrivant comme un flux déterritorialisant, un organisme qui se déplace, s'étend et corrompt les structures fixes au fur et à mesure de son expansion. Le capital n'a pas besoin de patrie, de morale ou de sens, il a juste besoin de mouvement. Et si le capitalisme n'est plus un outil sous contrôle humain, mais une structure qui fonctionne par inertie, peut-être que la seule façon de l'affronter est de permettre à sa logique de se révéler jusqu'au bout. L'accélération, en ce sens, ne serait pas une stratégie révolutionnaire, mais une conséquence inévitable de la logique interne du système. Après tout, si tout doit croître constamment, que se passe-t-il lorsque les limites physiques, sociales et psychologiques sont atteintes? La technologie, qui semblait être la promesse de l'émancipation humaine, commence à se révéler un piège déguisé. En automatisant les fonctions, en optimisant les décisions et en accélérant les processus, elle réorganise la vie autour d'une logique algorithmique. La productivité devient le critère de la valeur existentielle. Et dans cet environnement, l'humain perd de l'espace. Nicolas Carr, dans son livre The Shallows, a mis en garde contre la façon dont l'Internet façonne nos cerveaux pour qu'ils pensent de manière superficielle, fragmentée et réactive. Il ne s'agit pas seulement d'une question de distraction, mais d'une transformation cognitive. Le sujet lui-même est modelé par l'environnement numérique dans lequel il vit, ce qui a de profondes implications sur notre capacité à imaginer des alternatives, à réfléchir de manière critique et à résister à la logique dominante. À ce stade, la pensée accélérationniste se divise en deux grands courants. D'une part, il y a ceux qui croient que l'accélération pourrait nous conduire à un monde post-capitaliste, où la technologie libérerait les êtres humains du travail obligatoire, de la rareté et de la concurrence. Ce point de vue est influencé par une lecture optimiste de Marx, qui voyait dans les forces productives un potentiel de dépassement du système même qui les a engendrées. Si la technologie atteint un niveau d'efficacité tel que la production devient presque automatique, peut-être pourrons-nous imaginer une société organisée de manière coopérative et axée sur le bien-être collectif plutôt que sur le profit. Une économie fondée sur l'abondance plutôt que sur la pénurie. Mais cette idée se heurte à une question simple. Qui contrôlera les moyens de production automatisés? Les machines ne libèrent pas d'elles-mêmes. Elles ne font que remplacer, et tout dépend de qui programme, contrôle et bénéficie de ce processus. De l'autre côté du débat, il y a une vision beaucoup plus sombre, menée par des penseurs comme Nick Land, qui affirment que le destin de l'accélération n'est pas la libération, mais l'obsolescence de l'humanité. Pour Nick Land, les humains ne s'approprient pas la technologie, ils la remplacent. L'intelligence artificielle, les systèmes autonomes et le capital automatisé peuvent continuer à fonctionner même sans nous. Un avenir dans lequel le capitalisme survit, mais où les êtres humains deviennent inutiles. Au XXe siècle, le philosophe Günther Anders a mis en garde contre l'obsolescence de l'être humain, soulignant que notre capacité à créer des technologies dépassait notre capacité à les comprendre et à les contrôler. C'est cette disparité entre la création et la compréhension qui rend le processus si dangereux. Il ne s'agit pas seulement de machines plus rapides, mais de systèmes qui échappent à la conscience humaine, qui prennent des décisions basées sur des données que nous ne pouvons pas interpréter, et qui fonctionnent avec une logique indifférente à la vie, à l'éthique et à l'avenir. Et, si auparavant nous craignions que les machines nous dominent, aujourd'hui la crainte la plus plausible est que nous soyons simplement mis au rebut en tant que variable inefficace. La logique du capital ne demande pas d'empathie, elle recherche des résultats. Et l'accélération technologique, en favorisant l'automatisation de tout ce qui peut être codifié, exclut peu à peu la subjectivité, le temps humain, l'erreur, le soin, tout ce qui ne peut être transformé en mesure. En fin de compte, cette tendance conduit à une crise qui n'est pas seulement économique ou sociale, mais existentielle.
Que signifie être humain dans un monde où tout ce qui est proprement humain, comme la fragilité, le doute, la lenteur, devient un obstacle à l'efficacité du système? Bifo Berardi, un philosophe italien contemporain, suggère que nous sommes coincés dans une impasse psychique. Nous savons que le capitalisme n'est pas viable, que son accélération tend vers l'effondrement. Mais notre imagination a été détournée. Nous ne pouvons pas imaginer une autre forme d'existence. Nous vivons comme des drogués, conscients du poison mais incapables de s'arrêter. Et c'est peut-être là le point le plus dangereux, non pas l'effondrement lui-même, mais la paralysie face à lui, l'incapacité à concevoir la suite. Et si nous ne trouvons pas cette nouvelle voie de notre plein gré, l'histoire pourrait nous y contraindre, d'une manière que nous ne sommes peut-être pas prêts à affronter. En fin de compte, tout cela nous oblige à poser une question plus profonde. Que voulons-nous vraiment en tant qu'espèce? L'accélération du capitalisme nous conduit peut-être à un point de rupture, mais avant de réfléchir à la manière de freiner ce processus, nous devons peut-être comprendre ce qui nous motive. Voulons-nous un monde où la technologie nous libère du travail ou nous remplace simplement? Voulons-nous que le capitalisme se transforme en quelque chose de plus juste, ou voulons-nous secrètement qu'il continue tant qu'il est confortable pour quelques-uns? Slavoj Žižek, philosophe slovène contemporain, propose que le problème ne vienne pas seulement du système, mais aussi du désir humain qui l'alimente. Selon Žižek, tant que nous ne repenserons pas ce que nous désirons, nous resterons prisonniers des logiques que nous critiquons aujourd'hui. Le capitalisme ne se maintient pas seulement par le pouvoir des entreprises ou la manipulation des médias. Il se maintient parce qu'il répond, même si c'est de façon perverse, à nos désirs les plus profonds de sécurité, de contrôle et de reconnaissance. En ce sens, sa chute ne serait pas seulement le remplacement d'une forme par une autre, mais la nécessité de reconstruire les fondements mêmes de la vie en société. Cette transition ne se fera pas automatiquement. L'accélération seule peut nous pousser vers l'effondrement, mais elle ne nous dira pas ce qu'il faut construire ensuite. Sans une vision claire de ce que nous voulons mettre en place, le vide laissé par l'effondrement pourrait être comblé par des formes d'organisation sociale encore plus destructrices. Autoritarisme numérique, totalitarisme technocratique, voire fragmentation anarchique du monde en micro-espaces de contrôle et de surveillance. L'histoire est pleine de moments où l'ancien monde est mort, mais où le nouveau n'a pas encore pu naître. Antonio Gramsci appelait cet intervalle de crise un interrègne. Une période étrange et confuse où les anciennes structures ne fonctionnent plus, mais où les nouvelles n'existent pas encore. Il est possible que nous nous trouvions exactement à ce moment-là. Les anciennes promesses de progrès, de méritocratie et de mobilité sociale semblent épuisées. Mais les alternatives sont encore en gestation, diffuses, marginalisées, expérimentales. La question est de savoir si nous aurons le temps et l'envie de les cultiver avant que l'effondrement ne rende les choses encore plus difficiles. Il s'agit d'une responsabilité collective, mais aussi individuelle. Car le capitalisme, malgré sa dimension planétaire, se nourrit des choix que nous faisons chaque jour, même s'ils sont conditionnés, même s'ils sont limités. La redéfinition du système passe inévitablement par la redéfinition de nos valeurs. Remettre en cause l'idée que la croissance économique est synonyme de réussite. Se méfier de la logique qui place l'efficacité au-dessus de l'empathie. Réévaluer le rôle du travail dans nos vies et ce que nous entendons par liberté. Aucun algorithme ne nous a imposé ces croyances, nous les avons intériorisées, souvent sans nous en rendre compte. C'est pourquoi la première rupture n'est peut-être pas technologique ou économique, mais subjective. Nous devons décoloniser notre imagination, retrouver la capacité de rêver à des mondes différents. Il ne s'agit pas de nier le présent, mais d'assumer qu'il n'est pas inéluctable. L'accélération qui nous a conduits jusqu'ici peut, avec la même force, ouvrir d'autres possibilités. Mais cela demande du courage. Le courage d'imaginer la nouveauté au milieu des décombres de ce qui ne tient plus. Le courage de poser des questions qui n'ont pas de réponse facile. Et surtout, le courage de commencer à changer de l'intérieur, alors que tout ce qui nous entoure essaie encore de nous convaincre que le changement est impossible. Cultiver des modes de vie qui ne sont pas régis par la logique du profit est peut-être le plus grand acte de résistance que nous puissions pratiquer aujourd'hui. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie ou de nier le progrès, mais de reconnecter ces éléments à des valeurs plus humaines et collectives. Le défi n'est pas seulement de penser à la fin du capitalisme, mais à ce que nous voulons mettre à sa place. La question la plus urgente n'est pas celle de l'effondrement, mais celle de la construction. Quelle sera la prochaine étape? Et sommes-nous prêts à imaginer quelque chose de nouveau ou à attendre la fin, comme des passagers passifs dans une machine qui s'emballe?
Le philosophe Ernst Bloch disait que l'espoir n'est pas une attente vide, mais un geste actif, un exercice de l'imagination comme force historique. En ce sens, imaginer des alternatives n'est pas une utopie au sens péjoratif du terme, mais une nécessité politique et existentielle. Si nous ne construisons pas d'alternatives, nous ne serons que des vestiges de l'effondrement, des fragments laissés par un système qui a continué sans nous. Mais cette construction ne commence pas d'en haut. Elle commence ici, maintenant, dans de petites pratiques quotidiennes, dans de nouvelles façons de penser, dans des gestes qui remettent en question l'automatisme de la routine. Le temps, l'attention, la gentillesse, la coopération, tout cela a une valeur réelle, mais est systématiquement dévalorisé par un modèle qui récompense la vitesse et la rentabilité. Repenser ce que nous valorisons est le premier pas vers la transformation du monde qui nous entoure. Et cela exige une disposition difficile. Abandonner la croyance que nous avons besoin d'un effondrement total pour commencer quelque chose de nouveau. Nous pouvons commencer plus tôt. Le changement n'a pas besoin d'être cataclysmique. Il peut être progressif, silencieux, profondément humain. Cela implique de ralentir, de réapprendre à être présent, de construire des liens en dehors de la logique de la compétition. Cela implique également de réimaginer ce que signifie la liberté, non pas comme un isolement individualiste, mais comme une autonomie partagée, construite ensemble. Si nous voulons survivre à la transition, nous devrons redécouvrir notre humanité, avant qu'elle ne se perde dans l'accélération impersonnelle des machines. Le monde n'a pas à être exactement comme il est. Il est tel qu'il est parce qu'il a été façonné par des choix, des intérêts et des structures qui peuvent être changées. L'histoire même du capitalisme en est la preuve. Il est né de la destruction d'autres systèmes et, avec le temps, il sera lui aussi remplacé. La différence, c'est que nous en sommes désormais conscients. Nous connaissons les risques, les symptômes et les contradictions. La question qui demeure est la suivante. Ferons-nous quelque chose ou attendrons-nous que l'histoire nous pousse à agir? Nietzsche nous a mis en garde contre les monstres auxquels nous sommes confrontés et le risque de leur ressembler. C'est pourquoi la réflexion sur le post-capitalisme ne consiste pas seulement à concevoir un système alternatif, mais aussi à réfléchir à un nouveau type de sujet. Un sujet qui n'est pas défini par la consommation, la performance ou la validation externe, mais par la capacité de réfléchir, de ressentir et de s'engager pour quelque chose de plus grand que soi. La véritable révolution commence à l'intérieur. Et aucun algorithme ne peut arrêter ce mouvement. Ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir évident demain, à condition que nous soyons prêts à imaginer, à nous interroger et à agir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre. Et c'est justement pour cela que je vous demande 2 gestes simples, mais très importants. Tout d'abord, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela permettra à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à des réflexions comme celle-ci. Et deuxièmement, si ce travail a du sens pour vous, pensez à laisser un message de soutien. Votre aide renforce ce travail et permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder à ce type de contenu. La réflexion ne devrait pas être un privilège. Elle doit circuler, elle doit atteindre, elle doit toucher. Maintenant, dites-moi honnêtement, croyez-vous que le capitalisme va vraiment prendre fin ou va-t-il simplement se transformer en quelque chose d'encore plus chaotique et difficile à contrôler? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lirai tous. Et avant que vous ne partiez, il y a 2 vidéos à l'écran en ce moment. Dans l'une d'elles, nous approfondissons une idée qui peut nous aider à mieux comprendre cet effondrement silencieux.